très facile, au moins tout le monde s'en souvient. Et pour le lynx, donc, c'est le même lynx partout en Europe. Vous allez jusqu'au fin fond de la Russie, là-bas, enfin, il ne faut pas trop y aller, mais c'est le même lynx. Il y a d'autres lynx sur la planète, le bobcat, le lynx roux par exemple, mais en Amérique, mais pas chez nous. Voilà, donc le même lynx partout. Ce lynx, il avait disparu, hein, vous voyez, fin du 19e, Sarajois, c'était la dernière donnée qu'on avait dans le Doubs. Il avait disparu pour la bonne et simple raison, c'est qu'à l'époque, on enlevait dans la nature tout ce qui nous gênait. Et puis, vous voyez qu'il a été réintroduit donc dans les années 70. Dans les années 70, alors je ne peux pas parler du lynx sans faire un petit aparté sur la biodiversité. Parce que, tout simplement, dans les années 70, les scientifiques ont dit, cette fois, on a compris que le salut de l'homme, il viendra de la biodiversité. Aujourd'hui, on le sait. Si, dans notre chaîne alimentaire, s'il y a des espèces qui s'en vont, s'il y a des espèces qui disparaissent, eh bien l'homme qui est pendu au bout de la chaîne alimentaire, il va disparaître. Et vous savez qu'aujourd'hui, c'est un petit peu la phase, on en parle et on en reparle, et je crois que ce n'est pas pour rien si mon établissement est devenu l'Office français de la biodiversité, c'est que quand la biodiversité s'écroule, c'est l'homme qui va s'écrouler au bout du compte. On fait partie de cette biodiversité, on est un animal, alors on s'appelle l'homme, mais on est un animal finalement parmi d'autres. Eh bien, plus on aura dégradé cette chaîne alimentaire, plus on sera près de la fin. Et en ce moment, vous le savez que cette dégradation du nombre d'espèces qui nous entourent, elle va à une vitesse fulgurante. Et on n'est sans doute pas très très loin du mur, d'après certains scientifiques. Ce n'est presque plus qu'une histoire de quelques générations. Donc voilà, pourquoi on a réintroduit ce lynx. Hein, c'était lui, alors on en parle beaucoup, comme du loup d'ailleurs, et il est indéniable qu'il y a d'autres espèces qui disparaissent aussi, et notamment des espèces au ras de la flotte, des petites espèces, des mouches, des papillons qui ne ressemblent à rien, et eux on n'en parle pas. Mais pour autant, ils sont sans doute aussi intéressants, et ils ont sans doute aussi leur intérêt, ils ont tous leur intérêt et leur raison d'être. On n'en parle pas parce qu'on les connaît moins, parce que c'est moins chouette, c'est moins beau, et voilà, c'est pas pareil. Le loup, le lynx, ça a été quelque part un affichage, une publicité pour dire on se monopolise pour la biodiversité. Et on en fait parfois beaucoup. Alors on pourrait dire, oui, pourquoi ces espèces-là? Je suis d'accord avec vous, peut-être qu'il vaudrait peut-être mieux se battre pour des espèces, pour des petits papillons, pour des moustiques, pour des mouches, pour des petits insectes de rien du tout, que pour le loup ou le lynx. Ça aurait en tout cas sans doute plus d'intérêt, parce que dans cette chaîne alimentaire, sans doute que là, on est au ras de la flotte, sans doute que là, il y a plus d'enjeux encore que là tout en haut. Voilà. Donc voilà le principe, et voilà pourquoi on a réintroduit cette bestiole. Alors cette bestiole, c'est quand même le plus beau félin d'Europe. Hein. Je vous le dis en passant. Alors pourquoi j'ai plus de souris? Elle est partie à la cuisine. Elle est partie à la cuisine. Oh, ben mon lynx. Il ne veut pas partir, hein? Tu es gros, hein? Pas pour qu'il se fasse shooter encore. Oui! Oui! Eh, mais c'est bon ça! Just a panther! Just a panther, qu'est-ce que c'est ce machin? Ils s'en foutent, hein? Bon, vous vous souvenez peut-être pour certains de cette vidéo, elle date d'une dizaine d'années, c'est des cantonniers suisses qui rencontrent un lynx
et puis qui le filme comme ça à la main levée, et bien finalement, presque tout est dit dans ce commentaire. Alors c'est rigolo parce que c'est des Suisses, hein, on a bien reconnu. Dieu c'est panthère. Parce que très souvent on parle du lynx comme d'un gros chat. Et en fait c'est plutôt un petit... Et on me l'a parfois dit, oh, ton lynx là, c'est un lion, c'est une lionne. Parce qu'en fait un lynx, ça fait 70 cm au garrot, vous le voyez, 50 à 70 cm au garrot. Vous voyez une table là, ça fait 72 normalement. Oh, celle-là devrait être plus basse. Une table ça fait 70. Donc c'est la hauteur de la table. Et donc en parlant de gros chat, je crois qu'on se trompe un petit peu, c'est plutôt une panthère. Alors il parle aussi dans cette petite vidéo, bon ils s'en foutent, hein, eh bien c'est aussi le comportement de cette bestiole. Aussi bien c'est un animal qu'on ne voit jamais. On ne voit jamais, il est d'une discrétion imparable, c'est un animal très forestier, hein, qui reste à couvert la plupart du temps, qui vit en solitaire. Hein, donc il est tout seul en forêt et il se cache, il est d'une grande discrétion. En revanche, le jour où vous le voyez, le jour où vous marchez, vous êtes en forêt, un jour il est en face de vous, il est capable de se planter à 10 mètres de vous, voire à moins. J'ai eu des lynx que j'aurais pu toucher si j'avais voulu. Ils sont venus tellement près de moi que j'aurais pu les toucher. Eh bien, voilà, de temps en temps, s'il l'accepte, s'il le veut bien, il peut se planter là et ne plus bouger. Alors c'est assez déconcertant. Cela dit, sachez-le, il n'y a jamais eu d'attaque de lynx sur l'homme. Ça n'existe pas. Pas plus que le loup, hein, d'ailleurs. On pourra en reparler un petit peu si vous voulez. Voilà. Alors, il est de la même famille, hein, que le chat forestier. Celui-là, peut-être que vous en avez tous vu, puisqu'on est quand même dans des secteurs, hein, où il est bien présent. Remarquez cette grande différence, hein, on est à 50 cm de long, donc c'est pas tout à fait la même bestiole. Les voilà les deux sur le même piège photo, on voit que c'est quand même bien différent. Alors le lynx, il a une particularité, c'est le seul félin au monde qui a une petite queue. Oui. Eh bien c'est aussi le seul qui grimpe pas aux arbres. Hein, vous savez que le balancier, la grande queue des félins, elle leur sert à garder l'équilibre quand ils grimpent dans les arbres. Eh bien, comme le lynx ne grimpe pas dans les arbres, il n'a pas besoin de la queue. Voilà, c'est pour ça qu'il a une petite queue. Dac. Donc vous voyez encore une fois, hein, une belle différence de taille. Alors, je crois qu'on ne peut pas confondre ces deux bestioles. Voilà encore des chats forestiers, hein, une chatte avec des chatons. Alors, très souvent, cela dit, malgré cette différence de morphologie, hein, eh bien, il y a encore des gens qui m'appellent de temps en temps, qui me disent « Oh, on a trouvé un chat forestier, un lynx, pardon, écrasé au bord de la Nationale 57. » Eh bien, vous voyez que là, c'était bien un chat. Et pour autant, il y a encore des confusions. Donc, si on le confond, en général, c'est qu'on ne sait pas ce que c'est qu'un lynx, ou en tout cas, c'est qu'on n'en a jamais vu, normalement. Voilà. Alors, le chat forestier est un mangeur de micro-mammifères, pratiquement uniquement des micro-mammifères. Il peut se cogner un lièvre de temps en temps, sans doute un jeune chevreuil, un faon aussi, ça peut arriver, mais exceptionnellement. Sinon, c'est vraiment un spécialiste des micro-mammifères. Micro-mammifères, c'est-à-dire souris, micro-mammifères, c'est exactement ça. Campagnol, voilà, campagnol, mulot, des roussâtres, campagnol roussâtre, campagnol des champs, campagnol terrestre. Et voilà. La musaraigne, normalement, vous le savez, les prédateurs peuvent les tuer, mais ne les consomment pas. Alors, remarquez, hein, par rapport à un chat, quand je vous disais, c'est une patte de lion, hein. C'est vraiment une panthère, c'est vraiment des grosses pattes. Et c'est quand même, là, il n'y a pas de confusion possible. Donc, si vous voulez vous faire l'œil sur ce qu'est une empreinte de lynx, eh bien, regardez l'empreinte de votre chat. Si vous avez un chat domestique, ce sera exactement la même, avec une taille beaucoup plus importante. Une empreinte de chat, je ne sais pas, de chat domestique, elle rentre dans une pièce de 2 €, et puis là, une empreinte de lynx, c'est 8 cm. C'est 8 cm. Voilà.
Donc, pas prédateur, jamais prédateur non plus de bovins. Hein, si je vous ai dit qu'ils ne mangeaient pas les petits-enfants puis les grands-mères, ben, ils ne mangent pas non plus les bovins. C'est jamais arrivé. Par contre, ben, il est possible, ça arrive, qu'ils s'en prennent à des moutons ou à des chèvres. Voilà. Et puis on va parler de ces proies, normales, j'allais dire. Voilà. J'ai oublié une précision, donc toutes les images qu'on a là sont des images parfois au piège photo ou avec ma caméra ou c'est certains copains photographes. Alors moi je fais que des mauvaises photos, alors je suis obligé d'avoir des copains pour me filer des images. Mais en tout cas, elles ont été toutes prises, absolument toutes dans le Doubs. Oui, donc il n'y a pas d'exception. Bien, alors je vous ai dit tout à l'heure, si j'ai une erreur, hein, je vous ai dit qu'ils avaient une petite queue, pourquoi? Parce qu'ils ne grimpent pas dans les arbres. Tu vois, ben voilà, ils grimpent dans les arbres. Alors voilà, exceptionnellement, de temps en temps, pour se réfugier, mais on voit bien qu'il n'est pas à son aise. Hein. Il n'est pas vraiment à l'aise. Et là, il est figé là. Et en fait, c'est pour échapper à des chiens qui voulaient lui mordre les fesses. Alors il a grimpé un petit coup, mais pas très haut, et puis il n'arrive pas à aller plus haut, et puis il va redescendre pour se sauver. Voilà. Bien. Alors, je vous l'ai dit, ce lynx, ben, il n'est pas vraiment aisé de le rencontrer. Un photographe qui me dit, ben, moi je voudrais bien faire des photos de lynx, comment il faut que je fasse? Ben, je dis, mon gars, il faut déjà t'y coller, parce que ça ne va pas être simple, c'est vraiment pas facile. Cela dit, eh bien, on peut le trouver, voilà, un peu partout où on peut le trouver, en Europe. Et puis ben, en France, ben, vous voyez qu'aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus que le massif jurassien. Hein, l'arc jurassien, s'il y a en France aujourd'hui, bon an, mal an, 200, 250, 300 lynx, eh ben, il y en a 200, en tout cas, en Franche-Comté, dans l'arc jurassien. Un petit noyau dans les Vosges, qui a été réintroduit, alors cette fois pas par les Suisses forcément, mais dans les années 80, on a copié un petit peu ce qu'avaient fait les Suisses, et on en a relâché, pareil, une vingtaine je crois, dans les Vosges. Ça avait assez bien fonctionné, et puis après ils ont complètement disparu, sans doute suite au braconnage, mais on va en reparler. Donc retenez que voilà, le lynx, si vous voulez voir un lynx, eh ben, c'est essentiellement dans l'arc jurassien. Il y en a un petit peu dans les Alpes, hein, ça essaime dans les Alpes, on ne comprend pas trop pourquoi, mais ça ne va pas très très vite, et il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Donc vous voyez, hein, ces courbes, essentiellement donc, dans le massif jurassien. Alors, où c'est qu'on va le trouver? Eh bien en fait, il a commencé par coloniser tous les endroits, en principe les endroits chamois. Là où les chamois sont revenus en premier, chez nous, dans le Doubs, c'était Pontarlier, c'était ces secteurs, ces vallées, la vallée de la Loue, la vallée du Dessoubre, c'était ces endroits-là. Eh bien, le lynx, il a aussi colonisé les mêmes endroits. Vous voyez que je ne vous mens pas, hein, on est à peu près au même endroit. Essentiellement les forêts de pente, les forêts escarpées. Alors, c'est pas extra naturel, vous savez qu'il y a beaucoup d'animaux, on se dit mais comment ça se fait qu'ils habitent là, pourquoi ce choix d'habitat? Eh bien en fait ce choix d'habitat il est essentiellement dû à la présence humaine. Hein? Le chamois, il y avait du chamois partout, au Moyen-Âge il y avait des chamois partout, même dans les forêts de plaine. Aujourd'hui ils sont essentiellement en montagne, pourquoi? Parce qu'en plaine, ils sont faciles à chasser, ils sont faciles à capturer, donc où ils n'ont pas été faciles à capturer, c'était en montagne. Donc il en est resté là-haut, et il n'y en avait plus ailleurs. C'est la seule raison pour laquelle les chamois sont essentiellement là-haut. Mais si on leur foutait vraiment la paix, si on avait moins de monde, alors aujourd'hui ça a beaucoup changé parce qu'il y a des gens partout. Hein? Notre population à nous, elle a beaucoup augmenté et on est un petit peu partout. Donc le chamois aura du mal à se réinstaller partout, mais si on lui foutait vraiment la paix, en fait, il irait partout. Et c'est pareil donc pour le lynx. Alors, ici, c'est la même photo que tout à l'heure dans la neige, mais ici, trouver un lynx, alors il faut s'y coller, ce ne sera pas facile. Par contre, là c'est un peu plus facile. Pourquoi? Ah ben oui, parce qu'on va trouver des traces.
Mais quand on trouve des traces, quand on a trouvé une piste, bah, c'est pareil, quand on est chasseur, quand on est naturaliste, enfin, quelques bestioles qu'on cherche, une fois qu'on a trouvé ses traces, qu'on a trouvé sa piste, eh ben, il est un peu plus facile à étudier. Ah, j'ai dû partir dans le mauvais sens. Alors, surtout, ben, sa trace, ben, une fois qu'on la connaît, c'est assez simple. Il a les griffes rétractiles, comme votre chat, comme le chat domestique. Ça veut dire que, ben, voilà, les deux petites traces des griffes qu'on a normalement. Alors, pardonnez-moi, hein, au moins pour les plus jeunes, vous ne la connaissez pas celle-là. Moi, je commence à avoir des cheveux blancs, alors je la connais. Ça fait un moment que j'étudie le lynx, mais ça n'a pas changé de ce côté-là. Une empreinte de chien avec les griffes, hein, bien marquées, et vous remarquez donc, les voilà les deux, les unes à côté des autres, des pelotes digitales qui se terminent un petit peu en goutte d'eau, du coup, avec la griffe. Et puis, chez le lynx, par contre, elles sont assez séparées, hein, les unes des autres, et puis surtout pas de griffes. Alors, surtout pas de griffes, sauf si le lynx est dérangé, s'il court, si ça monte si c'est très pentu, si ça monte fort, voilà, là il peut sortir les griffes pour pas patiner tout simplement, il met les chaînes. Et puis une caractéristique, et c'est sans doute la meilleure, pour bien reconnaître, c'est la dissymétrie des deux pelotes de devant. Alors, vous avez remarqué que là, il y en a une devant, elles sont décalées. Et bien, chez le chien, très souvent, parce que parfois le chien ne marque pas les griffes, et bien, chez le chien, très souvent, c'est très parallèle, très symétrique. Donc c'est vraiment le meilleur des critères, c'est ces deux pelotes de devant en dissymétrie. Et les griffes, elles sont longues? Alors les griffes, non. Les griffes, alors elles ne seront jamais très volumineuses, comme là chez le chien. On voit bien que c'est des griffes qui reviennent un petit peu par-dessus. J'aurai pas d'image, j'en ai pas dans mon diaporama, mais ça fait une petite pointe, vraiment une petite pointe assez fine, un peu plus loin que la pelote. Voilà. Mais alors, ça, c'est pareil. La neige, alors moi je suis un peu plus du haut doux, encore un petit peu de neige. Chez vous, pour avoir des bonnes conditions de neige, pour aller pister les lynx, eh ben, ça devient plutôt exceptionnel, j'imagine. Et en réalité, même en haut, les bonnes conditions pour aller faire une piste et puis poursuivre un lynx dans de bonnes conditions, ben, c'est quand même rare. Hein. Alors je peux vous dire qu'il faut profiter quand la neige est sympathique pour aller le pister. Donc voilà ce que ça donne, très souvent, toujours, une piste assez rectiligne. Donc en général, le lynx pose, ici il y a deux pas, hein. Il y a une patte avant et une patte arrière. À chaque fois il y a une patte avant et une patte arrière. Il pose la patte arrière exactement dans la patte avant, tout simplement que c'est une adaptation à la neige, hein, pour s'économiser. Hein. En principe, quand on marche dans la neige, on préfère être le deuxième. Et ben, là c'est pareil, pour s'économiser, il ne met le pas. La distance entre deux pieds? Alors, entre deux pieds, là on aura 50-60. Ouais, à peu près. Et alors, ce qui est assez phénoménal, c'est qu'une femelle qui a sa taille, et puis qui a un petit qui va la suivre, mais qui fait la moitié moins, parce qu'en début d'hiver, en général, en taille, il fait la moitié de sa mère, eh bien, il arrive aussi, il allonge le pas pour aller mettre le pas dans le pas de sa mère. D'accord. C'est pour s'économiser, c'est pour ne pas griller trop d'énergie dans la neige. Voilà. Alors, une constante, avec cet animal, c'est le passage sur les troncs. Autant un chien, pour certains, vos chiens, je ne sais pas si vous les observez bien quand ils sont en forêt, mais je pense que c'est assez rare un chien qui reste sur un rondin comme ça, à part si vous avez des chiens de cirque. Mais, et puis en général, si on a un chien de cirque, là, il y a le clown à côté, hein, il y a les pas du clown. Quand il n'y a pas les pas du clown, c'est que c'est un lynx. Hein. On ne peut pas avoir une autre, il n'y a pas d'autre bestiole qui fait ça. Un renard peut faire comme ça, mais vous connaissez l'empreinte du renard, elle est complètement différente. Un chat pourrait le faire aussi, mais il n'y a pas de chien. Donc quand vous avez une piste qui passe comme ça sur un tronc en longueur, il n'y a que le lynx pour faire ça, et là on ne peut plus se tromper. On a bien affaire à notre animal. Alors parfois c'est une bûche de 1 mètre. Hein. Une bûche de 1 mètre, à peine en travers de son chemin, ben, il va faire 2 pas sur cette bûche. Ne me demandez pas pourquoi, j'ai jamais trop compris pourquoi. C'est pour prendre un peu de hauteur, sans doute. Mais en tout cas, c'est bien comme ça que ça se passe. Alors, les autres indices de présence du lynx, ben, ça peut être ses crottes, ça peut être l'urine, mais l'urine, on trouve de l'urine
Souvent, quand on l'a suivi dans la neige, il va pisser un peu partout pour marquer son territoire, hein, c'est un animal territorial. Sinon, il faut vraiment une bonne expérience pour aller sentir. Mais parfois, un chasseur une fois m'a dit, mais ça pue la pisse par là, et il avait raison. Parfois, quand il marque beaucoup sur le même endroit, on devine la mousse qui jaunit. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, quand votre chien pisse sur de la mousse bien verte, eh ben, la mousse elle va jaunir. Eh ben, les endroits, les bornes de marquage du lynx, souvent la mousse devient elfane, quoi, elle devient rouge. Voilà. Donc on peut trouver aussi des poils. Très très souvent sur les piles de grumes, il va frotter ses favoris. Ces 2 barbichettes qu'il a de chaque côté, là on appelle ça des favoris. Et bien en fait, sous les favoris, il a aussi des glandes qui lui permettent de laisser de l'odeur. Alors il laisse de l'odeur, il laisse des poils, et donc ainsi il marque son territoire. Et puis pour les crottes, ben, malheureusement c'est un peu comme les nôtres, hein. Des fois elles sont dures, des fois elles sont molles, des fois elles sont claires, des fois elles sont foncées. Enfin, je ne sais pas toi, mais moi c'est comme ça. Non? Voilà, donc c'est assez compliqué de déterminer une crotte, enfin de trouver notre animal grâce à ses crottes. En revanche, ben, il y a une chose qui est hyper simple, c'est à déterminer, c'est une proie du lynx. La proie du lynx, alors c'est dans 90% des cas un chevreuil ou un chamois. Les cerfs, ça peut arriver jusqu'à 100 kg. Ouais, quand dans les Vosges, il tapait des daguets, il tapait des bichettes, jusqu'à 100 kg, ça ne lui fait pas peur. Hein. Il est capable de mettre par terre un cerf de 100 kg. En revanche, une fois qu'il est par terre, et bien très très souvent, voilà comme on retrouve sa proie. Parce qu'en fait, il a cette particularité, lui, c'est qu'il va revenir pendant 5, 6, 7 nuits, suivant s'il n'est pas dérangé, s'il est ou s'il n'est pas dérangé. Il va revenir plusieurs nuits d'affilée pour consommer sa proie. Donc, ben, probablement que l'effet de la recouvrir, c'est un, pour la protéger des charognards, et puis peut-être aussi pour la protéger du chaud, du soleil, etc., pour que ça se garde un peu mieux. Mais il n'y a pas d'autres bestioles non plus, à part le chat. Le chat, même un chat domestique peut le faire, mais sinon le renard ne fait jamais comme ça. Les loups ne font jamais comme ça, donc il n'y a pas d'autres prédateurs qui recouvrent leur proie. Donc si vous trouvez un chevreuil dans cet état, normalement, voilà, c'est ça. Donc ça peut être recouvert d'herbe, mais ça peut être recouvert de neige, ça peut être ici recouvert comme là, de feuilles de hêtre, quand il y a beaucoup de feuilles, parfois, voilà. Et puis ben, pour être vraiment certain qu'on a affaire à un lynx, nous on découpe la peau du cou, le lynx, pour tuer sa proie, et bien, il est venu lui sauter au cou, il l'a égorgé, étouffé, appelez ça, dites comme vous voulez. En tout cas, il lui a cassé la percée ou cassé la trachée. Et donc du coup, on retrouve les impacts de ses dents, des petites dents très pointues comme des dents de chat, quoi, hein. Ils sont venus percer la peau et qui sont venus percer la trachée. Mais en général, la mort est assez rapide. Ensuite, pour consommer, très très souvent, il va commencer par consommer les parties les plus charnues. Il est un peu comme nous finalement, elle aime bien les beaux morceaux. Donc il commence par les gigots. Alors en général, la première nuit pour un lynx tout seul, c'est la première nuit un gigot, la deuxième nuit le deuxième, et puis après il va remonter un petit peu sur le dos, il va faire les longes là, et puis il va finir la quatrième nuit les épaules, la cinquième nuit il va rogner un petit peu ce qui reste, mais en général voilà, en 5 nuits un chevreuil, il y passe, il est consommé de A à Z. Et voilà ce qui reste, alors là il n'y a pas la tête parce que c'est un collectionneur qui est venu chercher le trophée, mais sinon, en général tout est en connexion, tout est là, il n'y a jamais beaucoup de poils au sol, il mange tous les poils, ou en tout cas il fait ça tellement délicatement que c'est pas sale, c'est toujours fait très proprement. Donc on arrive facilement à reconnaître une proie. Donc vous l'avez aussi deviné, c'est le bon plan du naturaliste, c'est le bon plan du photographe. Parce que si on a trouvé une proie le jour ou le lendemain de sa mort, de la prédation, et bien si on revient se cacher là, quelques soirs ou quelques nuits plus tard, on a les chances de le voir revenir. Alors, il est essentiellement nocturne, hein, mais il peut quand même, dans les endroits tranquilles, s'il a de la tranquillité, il peut vivre aussi, il peut faire sa vie de jour également. Et bah, si on peut faire un petit aparté là-dessus,
c'est aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, sur l'habitat des espèces qui se sont réfugiées en montagne. Il y a beaucoup d'espèces aussi qui vivent essentiellement la nuit, enfin qu'on considère aujourd'hui comme des nocturnes. Ben, elles sont nocturnes parce que nous, on est diurnes. On les a obligés. Voilà, on les a obligés à être nocturnes. Hein, c'est un peu ça. Ben, pour le lynx, c'est bien comme ça. Là où c'est peinard, là où c'est bien tranquille, il vit très bien le jour aussi. Voilà. Donc ces proies, je vous en ai parlé, donc essentiellement des chamois, des chevreuils. Celui-là, c'est quoi? Un lièvre. Ouais. Il y en a plein qui auraient dit un lapin, mais pas toi. Bravo. Bravo. Des micro-mammifères. Celui-là, le chat forestier, ça arrive. Par concurrence surtout. Si le chat vient un petit peu trop près de sa proie ou autre, il peut la tuer. Pas forcément le consommer, mais il peut la tuer. Et là, il faudrait que je rajoute, parce que j'ai pas de renard, et parfois le renard aussi. Il prédate bien les renards, et surtout d'ailleurs, les lynx subadultes qui ne savent pas encore trop chasser. Je vous en parlerai. Hein. Les lynx qui ne savent pas trop chasser se rabattent un petit peu sur des proies un peu plus petites, comme le renard. Voilà. Alors, eh bien, on va se prêter au jeu un petit coup du son. Est-ce que vous avez tous déjà entendu ça? Oui, on croit. Oui. C'est quoi? Bravo. Ben, je suis épaté parce qu'il y a des assemblées parfois où personne ne trouve. Hein. Les gens disent c'est pour trop. Alors en effet, vous avez raison. Renard. Alors une fois qu'il répète, on reconnaît bien le chevreuil là. Voilà. Mais quand il fait qu'une strophe, comme le début, c'est pas forcément facile. Tout à fait. Voilà, mais donc celui-là aussi, vous l'avez tous entendu, sans doute. Voilà. Donc vous voyez que les trois bruits, là, finalement, entre le renard, le chevreuil et puis lui, là, c'est quand même vachement proche les uns des autres. Et alors, la plupart du temps, là, il est pris en flagrant délit de chant devant un piège photo, mais dans la nature, c'est quand même plus souvent les petits oiseaux, hein, et puis le lynx en fond d'écran, qu'on entend comme ça, et s'il répète bien, eh ben on se dit chouette, là oui ça doit être ça, mais si vous l'avez entendu deux fois, eh ben, pour faire la différence entre un chevreuil, un lynx et puis un renard, eh ben, je vous dis chapeau. Alors il y a plein de gens qui disent oh je l'entends tous les jours moi le lynx. Ben, je dis bravo, mais c'est quand même assez rare. Hein. Donc c'est pas simple, c'est un indice de présence qu'on peut avoir, qu'on peut trouver forcément, puisqu'on peut l'entendre, mais c'est quand même pas facile à reconnaître. C'est pas le plus beau, le plus facile des critères. Voilà. Donc je vous ai parlé de tous ces indices de présence. Il y en a un dont j'ai pas parlé, c'est un cadavre de lynx. On a retrouvé des cadavres, et d'ailleurs un des premiers cadavres qu'on a retrouvé, c'est en 90, un cadavre de jeune lynx sur la voie ferrée. Je suis en train de rechercher cette petite commune juste à côté de Besançon, enfin ça touche Besançon. Eh bien, on ne savait pas qu'il y avait des lynx là, donc c'est aussi parfois un indice de présence. Tous ces indices de présence, on les collecte à l'office, on est chargé de collecter tout ça, ben pour vous faire l'information que je viens vous faire aujourd'hui, pour apprendre, pour connaître, parce que c'est pas si vieux qu'on la connaît cette bestiole. Alors maintenant on commence à bien la connaître, mais c'est pas si vieux. Avant, comment on s'y prenait? Eh bien, on lui collait un collier autour du cou, hein, puis on le suivait par télémétrie. Sauf qu'on a fait ces études à une époque où on a commencé de les lâcher. Quand on a commencé de les lâcher, forcément, ils étaient tout seuls, les lynx. Il y en avait un à tous les tremblements de terre, donc ils avaient un comportement qui n'est pas forcément celui qu'on connaît aujourd'hui. Donc c'est seulement aujourd'hui qu'on connaît vraiment le lynx dans son milieu naturel
est en équilibre. Voilà. Parce qu'on peut le dire, aujourd'hui, il a atteint, aujourd'hui à 100 balles, vous avez un appareil qui va très très bien. Hein. Et donc, comment? Ou à plus de 100 balles, c'est ça que vous dites? Non? Donc voilà. Alors, on n'a rien inventé pour le lynx. Moi, j'ai 52 ans. Eh bien, mes deux grands-pères étaient paysans. J'en ai un, quand j'étais gamin, il me donnait des petites fiches cartonnées, s'il y a des anciens paysans parmi vous, des petites fiches cartonnées, en Bristol, là, qui étaient jaune, orange, rose. Eh bien, on dessinait les taches des veaux, parce qu'à l'époque, ben, ils n'étaient pas pucés. Eh bien, on les dessinait, c'était leur carte d'identité. Alors, vous voyez qu'on n'a rien appris. Aujourd'hui, on sait que ça marche aussi pour le lynx. Donc, vous voyez ici, je vous ai guidé un petit peu pour prendre ces trois taches-là. Mais si vous allez à côté, là, les trois autres, les trois qui sont là, que vous retrouvez là, et la robe du lynx, là, il n'y a pas d'exception, il n'y a pas de règle, vous pouvez y aller dans tous les sens, c'est imparable. Alors avec des petites variantes, en pelage d'hiver ou en pelage d'été, eh bien, en pelage d'hiver, comme le poil est plus fourni, les taches sont un peu moins bien définies, les contours sont un peu moins jolis, tout ça, mais c'est imparable. C'est imparable aussi entre un jeune et un adulte. Un jeune qui a des taches à la naissance, il ne les perd jamais, c'est toujours comme ça, c'est la nature, hein, c'est comme ça. Donc on arrive à suivre les lynx aujourd'hui, pas seulement avec un collier. À l'époque on lui mettait un collier, et c'était la durée de la batterie qui faisait qu'on le suivait à 1 an, 2 ans, et puis c'est tout. Aujourd'hui on le suit toute sa vie. Alors certes, avec moins de données, avec quelques données, des fois on passe des années sans voir un lynx, et puis toc, d'un coup, toc, on a une image, on rentre tout ça. Alors avant on faisait tout ça à la main, enfin à l'œil, pardon, à l'œil nu, on prenait nos photos, et puis on les mettait les unes à côté des autres. Aujourd'hui c'est l'ordinateur qui tripote ces images. Alors tiens, voilà un exemple, un autre exemple, hein, avec deux beaux flancs gauche là. On pourrait dire, bah tiens, voilà une tache là qui ressemble à celle-là. Hein, c'est à peu près la même. Sauf que là au-dessus vous avez un point, puis là vous avez une grande barre qu'on ne retrouve vraiment pas là. Donc deux lynx bien différents. Voilà, je vous ai montré jusque-là pratiquement que des lynx qui avaient des points noirs. Eh bien il y en a qui sont un petit peu comme ceux-là. On les appelle ils sont osselés plutôt que tachetés. Mais c'est la même espèce. Il y en a même qui n'ont pratiquement pas qui sont presque unicolores, qui sont presque uniformes, et ben c'est quand même toujours les mêmes lynx. Voilà, donc aujourd'hui on a un logiciel qui va capter des points sur le garrot, sur la croupe, sur le bas du ventre, qui modélise un petit peu tout ça et qui nous ressort. On a tous les lynx d'Europe dans la même base de données. Et je vais vous montrer pourquoi c'est intéressant d'avoir tous ces lynx. On peut retrouver des lynx parfois un peu loin de chez eux. Donc voilà quelques exemples, hein. Mais il y a des lynx qu'on prend très souvent, et puis il y a des lynx qu'on prend, alors c'est assez bizarre. Vous voyez là une femelle, eh ben, on l'a pris que 2 fois en 6 ans. Alors, en général les femelles sont bien plus discrètes que les mâles voyagent beaucoup pour trouver des femelles, ils ont des territoires plus grands, je vais parler de la taille de leur territoire, hein. Ils ont des territoires plus grands, ce qui fait que en général, les mâles brassent plus de terrain et on les retrouve beaucoup mieux, beaucoup plus facilement que les femelles. Voilà. Vous voyez donc en longévité hein, ce que ça peut donner. On a un lynx de 13 ans et le maximum qu'on connaisse jusqu'à présent, c'est un lynx en Suisse qui avait 17 ans. Dans la nature, en tout cas, jusque-là, on n'a pas plus. Donc, ben, tiens, voilà un exemple et puis voilà pourquoi ça peut être intéressant de tout avoir dans la même base de données. Voilà un lynx qui a été pris ici dans la vallée de la Loue. C'est juste à côté d'Ornans. Et en 2014. Et puis pendant quelques années, plus rien, plus d'infos, plus de nouvelles. Et puis eh ben, il n'y a pas longtemps, c'est quand il a été là qu'on l'a retrouvé, on l'a remis dans la base de données. Et bien en fait, entre-temps, entre 2014 et puis c'est 2017 là, ah oui c'est encore 2017, il a été donc capturé par les Suisses. Les Suisses ont participé à un programme, comme le programme qu'ils avaient eu au départ, comme le programme qu'on a eu nous dans les Vosges,
ils ont participé à un programme dans le Palatinat. Le Palatinat, c'est cette région-là de l'Allemagne, qui consiste aussi à relâcher quelques lynx là-bas pour refaire aussi une population. Eh bien, ce lynx, donc il a été capturé par les Suisses juste en frontière, là, lâché en Allemagne, et puis vous voyez qu'il est redescendu dans le 68. Vous savez pourquoi? Parce que le plus beau pays du monde, c'est là. C'est le département du Doubs. C'est pour ça qu'il revient. Non, alors c'est pour la boutade, mais c'est pour dire surtout que les lynx sont des animaux qui font beaucoup de chemin. Alors là, c'est particulier parce que c'est un lynx qui a été capturé, délocalisé, donc forcément, il a perdu ses repères, et puis donc il a beaucoup voyagé pour ça. Mais ici, voilà un autre exemple qui est tout à fait naturel. Là, il n'y a pas de capture, il n'y a rien du tout. Il n'y a que deux images. Eh ben, une image à la Chaumus, un 22 mars, eh ben, un 24 mars à Pontarlier. Et là, à vol d'oiseau, vous voyez, il y a 50 km, à vol d'oiseau. Donc il a fait du chemin, sans doute à pattes, il en a fait un peu plus. Mais ça, c'est le lynx. De grands territoires. Alors, là, c'est pas vraiment son territoire, mais on est au mois de mars. Et je ne vous en ai pas encore parlé, mais le mois de mars, c'est la période des amours. Et là, bah, comme souvent, hein, l'amour donne des ailes, exactement. Vous avez raison, là, ils sont capables de faire des grands déplacements pour aller chercher le bonheur. Voilà. Alors voilà d'autres exemples. Alors là, c'est pour la dispersion de jeunes. Bon, c'est pas très intéressant, mais le territoire d'une femelle, là, et puis la dispersion de ces jeunes plus tard. Voilà. Alors, pour les territoires, on sait aujourd'hui, avec aussi bien par la télémétrie que par nos images, nos photos, on a mis tout ça sur le papier, et on sait qu'en moyenne, les territoires des femelles, c'est 15 000 hectares, et puis le double pour les mâles. Donc, dans notre département, en gros, imaginez, il faut un mâle lynx pour 30 communes, et puis sur ces 30 communes, il peut y avoir 2 femelles aussi. Et puis les mâles, eux, brassent un peu plus que les femelles, mais bon an, mal an, eh bien, on dit qu'il y a un lynx tous les 10 000 hectares, dans les secteurs favorables. Alors, dans les secteurs favorables, c'est ces secteurs à chamois dont je vous parlais tout à l'heure, ces forêts de pente. Mais ça, c'est un petit peu l'idée qu'on se faisait au début des populations de lynx. Aujourd'hui, on s'aperçoit que, ben, regardez, il arrive chez vous, le lynx. Il est ici, et puis quelque part, on n'a pas le sentiment que ce sont des territoires hyper favorables. On n'a pas des grandes forêts de pente, on n'a pas beaucoup de rochers, mais on s'aperçoit qu'il prend sa place quand même. Et c'est bien ce que je vous disais tout à l'heure. Cet animal, finalement, si on le fiche un peu la paix, eh ben, il trouve sa place, il regagne son territoire, et puis peut-être bien qu'il ira coloniser la Haute-Saône, même les territoires où il n'y a pas de chamois, même les territoires de plaine. Voilà. La dispersion des jeunes, elle se fait au bout de combien de mois? Alors, les jeunes quittent leur mère à la saison de reproduction d'après, ils ont presque un an. Voilà, au mois de mars. Donc, la femelle, ouais, je ne sais pas passer la diapo encore, mais on va parler. La femelle, donc, entre en état de reproduction donc au mois de mars, hein, là c'est essentiellement allez, fin février, début mars, la pointe de reproduction, et puis donc elle porte pendant 70 jours, durée de gestation 70 jours, donc au mois de mai des naissances, et l'année d'après, donc au mois de mars, pendant la saison de repro de l'année d'après, c'est là que les jeunes, on appelle ça l'émancipation, c'est là que les jeunes vont quitter leur mère. Alors, ils quittent leur mère ou c'est la mère qui... Alors c'est un petit peu les deux. C'est même plutôt la mère qui ne les accepte plus. Elle n'a pas besoin de grogner fort pour qu'ils comprennent qu'il faut qu'ils s'en aillent. Ouais. Ici, ils sont autant c'est un animal qui paraît comme ça zen et qui paraît serein, quand ça montre les dents et un peu d'agressivité, les chatons, ils ont compris et en général, ils s'en vont. Un an, voilà. Une année avec eux. Donc voilà, retenez ces chiffres-là. 150 km², ça fait 15 000 hectares, hein, et puis 30 000 hectares pour un mâle. Voilà. Alors, avec des variantes, quand un lynx arrive dans un territoire où les proies ne le connaissent pas, eh ben, les proies, elles sont un peu cons, elles n'ont jamais eu de prédateurs au derrière. Donc elles se font caloter comme de rien, et puis le lynx, il n'a pas besoin de voyager beaucoup pour les attraper. Pourtant, ben, après, par contre, une fois que les proies se sont habituées à sa présence, eh ben, elles vont changer de comportement déjà. Elles vont arrêter d'être toujours au même endroit,
elles vont aussi se rassembler, parce qu'à plusieurs, quand il y a 10 chevreuils ensemble, il y en a toujours un qui a la tête en l'air, mais quand il est tout seul, quand il a la tête dans l'herbe, c'est là qu'il se fait coiffer. Hein, il est tout seul pour lutter contre le prédateur, et donc ça c'est des changements, mais des changements de comportement. Il y a beaucoup de changements de comportement des proies. Et quand les proies s'habituent au prédateur, le prédateur, lui, il est obligé d'aller chercher des proies un peu plus loin, d'avoir un territoire plus grand, pour aller chercher des proies là où les proies se sont calmées un petit peu. On dit, tiens, le lynx, il est parti un peu plus loin, on est tranquille. Voilà, c'est pour ça que le lynx a besoin d'un grand territoire en particulier. Donc son mode de chasse à lui, hein, c'est de l'approche et de l'affût combiné. Imaginez-vous au pirche le soir, c'est la même chasse. Il fait les bordures, il fait les lisières, et puis il va coiffer les chevreuils comme ça. C'est pas un animal qui court, comme le loup qui dirait chasser à court. C'est un animal qui chasse à l'affût. Il fait au plus une vingtaine de mètres pour capturer sa proie. S'il n'a pas capturé au bout de 20 mètres, en général, stop, on s'arrête. Voilà. Donc, je vous en ai déjà parlé, hein, les autres moyens d'étude du lynx, ça a été les colliers émetteurs. Aujourd'hui, alors on l'a fait sur ces gros animaux, aujourd'hui sachez qu'on arrive à équiper des animaux de 100 grammes. On arrive à mettre des balises Argos, on n'a même plus l'obligation d'aller suivre avec notre antenne, on met des balises Argos sur des bécassines, des marais. Ça fait 100 grammes. Ouais. Et on arrive à la suivre jusqu'à la Russie pendant 2 années de temps, on arrive à la suivre jusqu'à ces tellement de reproduction en Russie. Voilà. Donc, quelques mots sur les relations prédateurs-hommes. Parce que je crois que c'est important. Alors, bien sûr, la plupart du temps, les premiers à nous parler du lynx, ce sont les chasseurs. Pourquoi? Parce que les chasseurs, c'est quand même eux qui sont le plus sur le terrain, qui connaissent le mieux le terrain, et puis qui investissent le terrain pratiquement partout. En plus, avec des chiens, donc forcément, eux, ils savent ce qu'il y a dans leur forêt. Et en général, ils trouvent des lynx. Alors, beaucoup de naturalistes, beaucoup de bobos écolos, enfin, c'est une généralité quelque part. Quand on a un chasseur qui flingue un lynx, tous les chasseurs sont des braconniers. Vous savez bien comme c'est. Et c'est pareil dans tous les domaines. Quand un motard se tue en moto, c'est que c'est un dingo de motard. Et puis voilà, c'est comme ça dans toutes les castes, j'allais dire, dans toutes les populations. Il y a des cons qui font des conneries, et la plupart des chasseurs respectent le lynx, en tout cas en Franche-Comté, puisque le lynx se développe, et ils ne sont pas flingués à tour de carabine. Là-dessus, il faudrait faire un aparté sur ce qui s'est passé dans les Vosges. Quand même, dans les Vosges, les lynx avaient été relâchés dans les années 90, et puis la population était montée à 30, presque 50 individus, et puis d'un seul coup, la population, là, elle s'est effondrée. Et là, on sait que c'est le braconnage. Et bien, dans les Vosges, en fait, les chasseurs n'ont pas accepté le lynx, tout simplement parce que le programme de réintroduction, c'était pas le leur. Ils n'avaient pas été bien sensibilisés. Ils ont dit, le lynx, c'est pas notre espèce, elle n'est pas venue naturellement, et donc on n'en veut pas. Vous connaissez très bien la chasse vosgienne en même temps, hein, une chasse d'affût, d'approche, alors vosgienne, alsacienne, hein, qui se ressemblent quand même, d'affût, d'approche, qui sont des circonstances de chasse qui sont tout à fait adaptées à observer les animaux tranquilles et puis à flinguer un lynx. On est tout seul un soir, une nuit, un matin sur un mirador. On n'est pas comme à Abnan ou à Pontarlier ou je ne sais pas où, en battu, une équipe de copains ou pas forcément de copains, mais une équipe. Quand on est une équipe, si on flingue un lynx, tous les coups, il y en a un qui va cracher le morceau, donc on ne flingue pas les lynx. Mais il n'y a pas que ça. Cette population de lynx, on sait qu'elle est là. Et puis quand on a compris que la biodiversité, elle était vitale, et bien aujourd'hui, à la chasse, qu'est-ce qu'on dit à la chasse aujourd'hui d'ailleurs? On ne tue plus les animaux, on les prélève. On les prélève tout simplement parce qu'on fait une sélection, et puis on prend ce que la nature nous donne, nous laisse. Et c'est un principe honorable. On n'entend plus de gens qui disent il nous faut des chevreuils pour remplir les congélateurs. Ça n'existe plus, on prend ce que la nature nous donne en surplus. Alors il faut savoir que, alors oui, il y a encore là, il y a des gens qui titillent les chasseurs, hein, et moi je les titille, j'aime bien les titiller aussi, mais gentiment. Vous voyez,
cette déclaration du président Lagalis, qui est le président du Jura, à une époque, qui disait, nous, on veut régler le problème du lynx. Il voulait flinguer des lynx. Alors il s'est fait mal voir, forcément, et ça a été mal compris. Et forcément, on a dit, ben, les chasseurs veulent flinguer les lynx, en général, ce qui n'était pas forcément le cas. Donc ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut retenir quand même, c'est que, je ne vous en ai pas parlé encore, mais allez, on peut mettre en gros dans les départements franc-comtois, pas dans les départements franc-comtois, mais pour le Doubs et le Jura, et puis là, une cinquantaine de lynx par département. Un lynx, il mange une proie de taille chevreuil ou chamois par semaine, ce qui lui fait par an 50 proies. S'il y a 50 lynx, vous faites le calcul, 2500 proies. Et bien aujourd'hui, le plan de chasse des chasseurs, c'est de 6000, 5, 6000, 7000. Enfin, on est entre 5 et 8000 en gros. Donc c'est pas à moi de dire c'est trop, c'est pas assez. Chacun en prend ce qu'il en veut. Mais voilà, on voit qu'il y a pour tout le monde. Le lynx est là, parfois il a sa part. Et ben, on a encore de la part, on a encore de quoi aller à la chasse. Je ne crois pas que ça puisse poser problème. Voilà. Alors, il y avait eu un petit article dans la Hulotte, si vous connaissez cette petite revue. Ouais. Donc, où Pierre Déhomme racontait que voilà, le chasseur était le seul sportif, si on considère que la chasse est un sport, à éliminer ses concurrents à la carabine. Voilà. Un problème qui peut en être un par contre, c'est le problème de l'élevage, forcément, de l'élevage ovin en particulier, où il peut y avoir quelques prédations. Alors, quand il y a des prédations, sachez, là le son ne sert à rien. Bien sûr, lui, un grillage, un mouton, c'est pas trop un problème, hein, vous allez voir. C'est pas trop un problème pour un lynx, donc il vient chercher quelques moutons de temps en temps. De temps en temps, parce que c'est quand même assez rare. Vous avez vu sur le diagramme d'avant, c'est une cinquantaine de proies par an pour toute la France. Donc c'est assez facilement supportable, j'allais dire. Donc les moutons sont indemnisés. Alors il ne faut pas dire parce qu'ils sont indemnisés, ça va bien, parce qu'on n'élève pas des moutons pour les prédateurs. Hein. Quand on a une poule qui se fait bouffer par l'autour, c'est pareil. Alors qu'une poule, ça vaut moins qu'un mouton, mais on est aussi survolté, on n'est pas content. Et bien c'est pareil pour le lynx. Les moutons ne sont pas faits pour lui, mais voilà, de temps en temps, un vieux lynx, là c'était le cas, un vieux lynx qui avait pratiquement plus de dents, mais c'est celui de 13 ans que vous avez vu tout à l'heure. J'ai dit qu'il pouvait avoir 13 ans. Et bien ce vieux lynx, il n'avait plus de dents, et ben, il n'avait plus que les moutons à capturer, il ne pouvait plus capturer des moutons. Il n'arrivait pas à s'accrocher après un chevreuil ou un chamois, donc il a fini par aller aux moutons. Voilà, mais c'est quand même assez exceptionnel. C'est quoi la différence que celui-là, à 13 ans, n'avait plus de dents, et pourtant celui de 17 ans en avait encore Ah ben je ne sais pas si celui de 17 ans en avait encore. Hein. C'était un lynx qui avait été, c'était un lynx suisse. Je vous parlais de sa longévité, de sa durée de vie. Alors celui-là, on sait parce qu'il est mort dans le Doubs, et à l'autopsie, on a vu qu'il n'avait plus de dents. On s'est dit, tiens, c'est peut-être pour ça qu'il allait au mouton. Voilà, donc une autre petite vidéo pour se distraire. Quand, bien sûr, on a essayé de les rebuter, de leur faire comprendre que ben, c'était pas bon pour eux, qu'il fallait pas aller au mouton. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis un mouton sur le tapis, puis on a électrifié le mouton, quoi. Et puis ça donne... Ben oui, moi je m'étais dit, normalement s'il y goûte, il n'y reviendra jamais. Alors ça va très très vite. Hein. Il faut regarder, mais dès qu'il a mis les dents sur le mouton, ça lui a fait tout drôle. Eh bien écoutez, il est revenu dans le même parc, sauf qu'il n'a plus touché au mouton mort. À chaque fois, il en a pris un vivant. Il nous a bien eu. Il était plus malin que nous, en fait. Mais oui. Mais oui. Alors, il a compris, au deuxième mouton, il a compris que le tapis, il fallait éviter. Donc, vous voyez, là, il prend une châtaigne et il s'en va aussitôt. Là, on s'est dit, plus jamais, il revient au mouton. Et ben, le mouton d'après, il était sur le tapis.
Il y est parvenu, il en a pris un autre. L'autre, on a dit on va l'électrifier sans le mettre sous le tapis. Puis en fait, ça marchait bien parce que la laine, elle suffisait. Eh bien, il n'est pas revenu quand même. Il a compris qu'il y avait le jus et qu'il ne fallait pas en jouer. Et du coup, à chaque fois, il prenait un autre mouton. Donc on a vite arrêté nos conneries. Enfin, mes conneries, parce que j'étais à l'initiative de ça. Mais bon, je ne pensais pas que ça allait tourner comme ça. Faut faire un essai. Comment? Faut faire un essai. Ben, moi, je me disais, je me suis dit, ça va marcher. Mais non, je me suis trompé. Donc ça, il fait quand même des heureux de temps en temps, hein, les charognards, les grands corbeaux, les corneilles. Ici un autour, hein, c'est assez peu fréquent de voir un autour sur une proie. Les renards qui viennent se battre des quelques restes. Voilà. Donc on a parlé des chasseurs, on a parlé des éleveurs. On peut dire quelques mots aussi sur les naturalistes. On l'a dit tout à l'heure à propos des cerfs. Le lynx, il y a un engouement pour le lynx qui est assez important, à tel point que, vous voyez, par endroits, alors c'est peut-être aussi de ma faute, enfin, on est des fonctionnaires et quelque part, quand on a des informations, eh ben, on est un peu obligé de le dire. Moi, quand on me demande où c'est qu'il faut aller pour voir des lynx, ben, j'ai dit, tu vas dans la vallée de la Révolte et puis il y a des lynx. Alors j'ai souvent orienté les gens un petit peu comme ça, mais maintenant, il y a beaucoup de gens qui viennent faire de la photo. Et alors, dans les naturalistes, ben c'est comme dans les chasseurs. Il y a aussi des cons, il y a aussi des gens qui sont prêts à courir après la bestiole, mais pour aller au plus près, à 2 mètres, à 3 mètres. Et puis, alors c'est souvent pendant le rut, parce que pendant le rut, c'est le mois de mars, il y a souvent de la neige, enfin février ou mars, il y a souvent de la neige, donc on le trouve plus facilement. Puis en plus, comme il crie un petit peu, eh ben, on le trouve encore un peu plus facilement. Donc là, parce qu'on pourrait faire aussi la boutade, il y a le mauvais photographe et puis il y a le bon photographe. Ben, le mauvais photographe, il va courir derrière, quitte à le déranger, à le faire partir et puis à le faire quitter son territoire pour aller faire la photo. Puis il y a celui qui sait se cacher et puis attendre que l'opportunité se présente. Mais sachez que oui, il y a quand même pas mal de monde qui vient, et vous voyez qu'on a aussi tourné des films sur le lynx. Il y a quand même pas mal de bouquins aussi, ça intéresse quand même pas mal de monde. Et c'est vraiment une belle bestiole. Donc, mais alors, vraiment pour le voir, hein, eh ben, il n'y a que là. Hein. Il n'y a que l'affût pour faire des belles images, l'affût, l'approche, et passer du temps dans la verte, caché sous son affût, pour le voir. Mais, alors je vous le disais en préambule, hein, quand ça veut bien marcher, eh ben, ça marche vraiment bien. Ce lynx, vous allez le voir, il m'approche à... Celui-là, j'aurais pu le toucher. Si je m'étais levé de mon affût, j'aurais pu le toucher, mais ça donne ça. Alors, je ne suis pas très équipé, j'ai pas d'affût blanc. Donc mon affût, moi, il est tout vert. Enfin, il est vert cabot, quoi, comme votre matériel d'affût. Donc vous imaginez en pleine neige avec mon truc vert, il s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ce clown qui fait le con là derrière? Il aurait dû voir bouger ou sentir, peut-être. Et donc il vient. À un moment donné, j'ai pas eu peur, mais je me suis demandé s'il n'allait pas grimper dans mon affût. C'était une femelle? Ah, c'est une petite femelle, ouais. Ben, qui se porte bien, qui est toute ronde, et qu'on a revu 2 années de suite, et puis qu'on n'a jamais retrouvé. Quand vous l'envoyez, elle était un peu plus sauvage. Oh non, elle s'est fait prendre en photo 2 fois assez facilement après ce qu'il a. Là, il a séché. Alors là, elle va bifurquer au moment où elle monte sur le caillou d'à côté. Oui, si j'avais levé le bras, là, au moment où elle tourne comme ça, je pouvais je pense que je pouvais la toucher. Là. Mais bon, pas d'intérêt à cela. Mais... C'est curieux. Alors, c'est exactement un trait de caractère du lynx. S'il ne sait pas ce qu'il y a en face de lui, si vous êtes bien caché, s'il ne vous a pas détecté vraiment, mais qu'il a un doute, il va venir. Il va venir. Et c'est ce qui fait qu'il revient sur ses proies. Et sur les proies, parfois, si vous trouvez un chevreuil, un chevreuil en plein milieu d'un champ qui a été prédaté, eh ben, ne vous embêtez pas à planquer votre appareil photo, vous plantez un piquet et il va venir. Vous plantez un piquet à côté de la proie, il va venir. Alors le renard, il va faire 3 tours à 30 mètres et puis il ne viendra pas, tellement il est méfiant, mais le lynx, lui, il va s'asseoir à 30 mètres, il va attendre un moment, et puis si tout va bien, eh ben, il vient jusqu'à sa proie, ça ne lui fait pas peur. C'est parce que ici qui est...
Il est prédateur. Ben parce qu'il est le super prédateur, sans doute, et Il craint pas voilà, grand-chose. ceci explique cela, sans doute. Il craint pas grand-chose. Voilà. Alors ici, je ne vous l'ai pas mis exactement au bon moment. Cette robe de lynx, elle est un peu bizarre, mais admettez que si je vous avais mis cette image, je l'avais figée là, ben elle n'est pas si facile à trouver. Alors c'est de nuit, certes, mais vous voyez que dans les feuilles, c'est sous des noisetiers ou peut-être bien un frêne, encore que, comme on disait, les frênes n'ont plus de feuilles. Donc c'est des feuilles de noisetier. Il n'est pas si facile que ça à voir. En forêt, en milieu forestier, il n'est pas forcément évident à trouver. Voilà. Alors il y a seulement une fois qu'il bouge, une fois que ça bouge bien. Voilà, alors là, j'avais approché en voiture, je l'avais trouvé dans une haie, en bord de route. Il se toilettait et voilà. Alors voilà, son pelage finalement, ben, ça marche pas trop mal dans les feuilles. Voilà. Donc la dynamique de la population, on en est à quel faut que j'accélère un peu. Hein, la dynamique de la population, c'est la dynamique, vous savez, quand on parle de dynamique, c'est pour dire si une population elle marche bien ou elle ne marche pas bien. Le lynx, en Franche-Comté, se porte bien. La population de lynx, elle a fait que de monter depuis sa réintroduction. Donc au niveau du nombre, ça va pas mal. Vous voyez ici, dans cette portée, il y en a 4. En 2020, pardon, j'aurais dû mettre à jour, mais en 2020, vous voyez que dans le Jura, il y avait 11 femelles avec des petits. Dans le 25, il y en avait 15, puis dans l'Ain, il y en avait 10. L'année dernière, c'était 15. Enfin, on avait mis un peu l'accent sur cette information, donc on était allé systématiquement rechercher les femelles pour voir si elles s'étaient reproduites. Et bien, dans le 39, il y en avait 15, dans le Doubs, il y en avait 20, et puis il y en avait 15 aussi dans le 01. Donc, ces femelles, elles ont entre 1 et 3 jeunes à la naissance. À l'émancipation, quand les jeunes vont quitter la femelle, il n'y en aura souvent plus qu'un. Parfois 2. Hein. Mais vous voyez que même s'il en reste que 2, ben, ça fait quand même, s'il y avait l'année dernière rien que dans le dos 20 femelles qui ont des petits, ça fait 40 petits. Ça fait une dynamique de population qui marche pas trop mal. Alors, il y a quand même beaucoup de mortalité. Hein. Il y a beaucoup de pertes. Les pertes, en ce moment-là, à la date à laquelle on parle là, il y a 10 lynx morts dans le département du Doubs. Il y en a eu 12 pour l'année dernière, pour l'année 2021. Donc vous voyez, alors pour qu'il y en ait autant qui meurent, alors dans les 10, je crois qu'il y en a 8 de collision. Il y a un coup de braconnage, non, il y en a 7 de collision, il y a un coup de braconnage, et puis il y a 2 lynx morts de mort naturelle. C'est un super prédateur qui tue des chevreuils et des chamois. Imaginez quand il tue un chamois dans des pentes, dans les cailloux, dans les pierriers, ça fait un roulé-boulé et il y a des blessures. Un prédateur qui se blesse en général, c'est un prédateur qui perd des moyens et c'est un prédateur qui va crever, qui va mourir. Donc c'est une population où il y a beaucoup de renouvellement. Et ça on le voit avec nos photos, il y a tous les ans beaucoup de nouveaux lynx qu'on ne connaissait pas. Mais il y en a aussi beaucoup qui disparaissent. Voilà, il y a un turnover qui est vraiment important. Cela dit, malgré ces mortalités, eh ben, la population, elle augmente, et la population de lynx, elle augmente en tache d'huile. Enfin, on dit ça en tache d'huile. Petit à petit, la colonisation de l'espace, elle se fait juste après l'espace, au premier espace libre, elle se fait. C'est pas comme les loups qui, eux, partent dans un endroit, puis peuvent faire 600 bornes pour aller s'installer ailleurs. Ça colonise comme ça gentiment, mais de proche en proche. Alors, si la population va très bien au niveau de sa dynamique, au niveau du nombre, elle va très mal au niveau de la génétique. J'en ai pas encore parlé, mais quand les lynx les ont lâchés en Suisse, ils en ont lâché 20. Ils sont allés tous les chercher dans les Carpates, en ex-Yougoslavie. Ils en ont pris 10 qu'ils ont mis dans les Alpes, et puis 10 qu'ils ont mis dans le Jura. Et le problème, c'est que toute notre population, aujourd'hui, elle est issue de ces lynx-là. Alors, au niveau de la génétique, eh ben, en ce moment, on a des lynx depuis 4-5 ans qui naissent sans oreilles. On a une lignée de lynx aussi. Alors, les lynx alpins, lâchés dans les Alpes par les Suisses, ont tous un souffle au cœur. Donc,
si elle va bien en nombre, eh ben, elle va mal au niveau génétique. Et on sait, c'est valable pour toutes les espèces. Il garde son pelage, il garde son attitude. Je pense qu'il n'y a pas trop de risques. D'ailleurs, justement, pour éviter ça, est-ce que vous faites un roulement? Alors, vous savez comme c'est, aujourd'hui, il faut faire des études et encore des études. Et ben, parce que les études, il y a des étudiants, et puis les étudiants, il y a aussi des... Et on fait plein de... Alors qu'on sait qu'en effet, il faudrait aller en chercher en Pologne, aller en chercher en Russie, et puis en remettre ici, et puis faire ça. On sait qu'il faudrait brasser comme ça, tant que notre population allemande, vosgienne ne se connecte pas, ben, il faudrait le faire nous-mêmes. Mais on ne le fait pas parce qu'il faut étudier avant, quoi. Donc pour l'instant, alors il y a un programme, un plan national d'action. Quand il y a des espèces qui ne vont pas trop bien, en France, c'est les espèces protégées, on sort souvent ce plan national d'action, qui est souvent une grosse usine à subvention, puis encore à études. Il se brasse plein de la paperasse, là on en gratte des volumes comme ça, mais sur le terrain il ne sort pas toujours beaucoup de choses, mais il y a un plan national d'action, et on s'est donné 5 ans pour faire des études, là, puis après on ira sans doute en chercher ailleurs. Comme c'est en train de se passer, sans doute qu'on fera du brassage. Voilà. Donc les pertes, je vous en ai parlé, hein, les routes, quelques braconnages et quelques cas de maladies, de mort naturelle. Est-ce qu'elle peut en faire combien, une femelle? Alors, on a eu jusqu'à 5. On a eu jusqu'à 5 chatons, oui. Alors, 5 chatons, autant vous dire que quand elle tue un chevreuil, le chevreuil c'est 2 nuits, hein, là c'est pas 5, hein, c'est pas 5 ou 6. Alors, pas quand ils sont tout petits comme là, mais quand on est au moins de, comme maintenant, ils font presque la moitié de la... S'il y en a encore 3, et ben c'est 2 nuits, 3 nuits, puis le chevreuil il est peigné, hein, il n'y en a plus. Donc là, on ne sait pas exactement là s'il y a combien de temps ils vont passer sans manger, mais il y a sans doute, si c'est une bonne femelle, il y aura sans doute un peu plus de 50 proies pour elle dans l'année. C'est possible. Alors une nichée de 4 comme ça, là c'est en septembre, ils sont grands comme l'écran de mon ordinateur, hein, ils sont grands comme ça, là ils n'ont encore pas beaucoup de besoins, mais dès qu'ils seront un peu plus gros, alors il y a quand même une hiérarchie là-dedans. Hein. Quand la femelle elle tue une proie, c'est elle qui mange. Parce qu'un prédateur, si c'est pas lui qui mange, ça ne sert à rien, il n'élève pas de jeunes, et si lui il crève, tout le monde crève. Alors la femelle, c'est elle qui mange. Et puis quand elle a bien mangé, les petits y viennent. Alors quand ils sont tout petits comme ça, tout le monde se tolère, la famille, tout va bien. Mais dès qu'ils grossissent un petit peu, il y a une hiérarchie qui s'instaure. Le plus gros il mange, le deuxième il mange, et puis c'est toujours dans le même ordre. Hein. Et puis le dernier, le dernier il crève, c'est normal. Alors ça aujourd'hui, vous avez peut-être déjà entendu le centre Athéna qui se bat pour aller récupérer des petits lynx dans la nature. Et bien là on fait souvent contre nature. On voudrait absolument... Alors c'est vrai que c'est adorable. Ces petits lynx ils sont adorables. Et moi le premier, je ne suis pas capable de foutre un coup de trick à une bestiole comme ça. Mais là il y en a 4. Il y en a 2 sur 2 qui vont crever. C'est la nature, c'est normal et on devrait les laisser crever ou on devrait... Mais on ne devrait pas les sauver. Parce que les sauver, ça veut dire quoi? C'est aller contre nature, et puis peut-être qu'on va sauver justement le petit chétif, le petit qui devrait mourir, qui a peut-être un défaut justement, qui est peut-être pas bien. Donc, on entend, et c'est souvent là justement des bobos écolos qui défendent le centre Athéna, il faut absolument sauver ces petits lynx. Je me suis un petit peu opposé à ça en disant la nature, laissez faire la nature. Quand un petit lynx se présente dans une ferme, c'est qu'il est un petit peu, c'est qu'il est en mauvais état, c'est que justement il n'a plus à bouffer, on devrait le chasser pour qu'il retourne dans la nature. Ça non, on ne veut pas le faire. On veut absolument le capturer, le mettre dans la cage là-bas d'Athéna, l'élever jusqu'à ce qu'il soit grand pour le relâcher dans la nature. Je ne trouve pas ça. Alors j'adore cette espèce, hein, vous l'avez compris, mais moi j'admets que la nature fasse son boulot et puis qu'il y a une part de ces animaux qui s'en aillent, c'est normal. C'est normal. Voilà, il faut aussi l'accepter. Donc le lynx en Europe, alors c'était juste pour vous parler de ce plan national d'action, mais c'est déjà fait du coup. Alors voilà quelques belles images du coup qui ne sont pas les miennes. Donc de naturalistes qui... alors aujourd'hui, il y a
simple, j'allais dire simple piège photo, mais il y a aussi des pièges photo haut de gamme hein, qui font vraiment des belles images. Voilà, ben Michel, le papa Vincent Millet, ouais. Voilà, Pascal Pradier, et voilà. Alors, j'en ai fini, mais on avait rajouté celui-là. Parce que celui-là, c'est aussi un de nos grands super prédateurs, hein, qui est bien maintenant installé dans le département du Doubs. Hein. Donc pour vous faire un petit point sur cette espèce, puisque vous en avez sans doute entendu parler cet été, faire un petit point sur cette espèce, et bien rien que dans le département du Doubs, on est à ce coup-là à 3 meutes. Le loup, alors contrairement au lynx qui progresse lui en tache d'huile et très gentiment, et bien le loup il est arrivé ici il y a 3 ans, et puis d'un seul coup là il y en a entre 10 et 15 sans doute. Alors lui il a une dynamique bien plus importante et on a bien du mal de maîtriser. Lui c'est sans doute le plus malin, quand il trouve des proies, autant il en trouve, autant on va se reproduire. Et puis vous le savez, dans une meute de loups, il n'y a que 2 individus qui se reproduisent. Hein, le mâle alpha et la femelle alpha. Ces 2 individus-là se reproduisent et tout le reste de la meute, alors tout le reste de la meute, nos meutes, c'est pas 50, c'est pas 30, c'est pas 20 loups. Hein. En général, c'est entre 3 et 5 loups adultes. Et bien toute cette meute, elle va aller chasser, elle va se mettre au service des alphas et des louveteaux. Donc très souvent, s'il y a 3 louveteaux ou 4 louveteaux, ben, comme toute la meute est au service des louveteaux, ben, il y a 3 louveteaux qui vont arriver à l'âge adulte. Donc imaginez la dynamique de population. En ce moment, en France, on tue 20% de la population qu'on connaît. Alors si on ne connaît pas tout, soit la dynamique est un peu plus importante que 20%. Donc vous voyez, ça va assez fort. Ça va presque aussi fort qu'une population de chevreuils. Oh oui, ça va aussi fort qu'une population de chevreuils. Donc le loup, lui, a une dynamique vraiment importante. Alors, avec tous les problèmes qu'on connaît actuellement, tant qu'il a attaqué des moutons dans les Alpes, ben, on n'en parlait pas trop. Et puis on disait finalement, les éleveurs de moutons, ils ont trouvé un peu la parade, on les a un peu aidés, ils sont indemnisés, etc. Donc on s'en foutait un petit peu. Aujourd'hui, qu'ils tapent dans les bovins, et puis surtout dans les Montbéliardes, ça a changé un petit peu de discours, en tout cas chez nous. Chez nous, ça a changé de discours. Hein. Quand les syndicats agricoles, cette année, sont arrivés devant le préfet et qu'on avait un barème, le barème c'est 800 balles, on paye une jeunisse d'un an, d'un peu plus d'1 an, 800 balles, nos éleveurs, ils ont dit, mais on est en Franche-Comté ici, hein. Chez nous c'est 3000, hein, c'est pas 800. Et voilà, on est dans un secteur d'élevage, on est dans un secteur où le comté marche très fort, et du coup, ben, le poids du loup, là, quand le loup arrive, ben, le poids il est encore multiplié par, je sais, par X. Mais en tout cas, c'est pas pareil. Alors le loup, lui, si je vous ai dit que le lynx, il faisait tout en délicatesse, il faisait tout presque, oui, en délicatesse. Il tue, mais en délicatesse presque. Eh bien le loup, c'est tout l'inverse. Avec le lynx, pas un poil qui traîne, pas une goutte de sang. Parfois dans la neige, vous ne trouvez pas une goutte de sang sur un chevreuil attaqué par le lynx. En revanche, si c'est un loup, il a la cage thoracique ouverte, les côtes écartées, rognées, ouvertes, il n'y a plus le cœur, il n'y a plus les poumons, il n'y a plus les viscères thoraciques, il y a du sang partout. Et je peux vous dire que c'est autrement plus traumatisant. Quand c'est une vache d'1 an, enfin une jeunisse d'1 an qui fait 300 kg et puis qui en manque 40 kg dessus, il ben, faut reconnaître que ça fait un peu de... ça brasse un peu. Cela dit, ce prédateur, et on en parle et on en reparle en ce moment, et ben quelque part pour nous, à part le problème de l'élevage qu'on est un, c'est pas un autre problème, il n'y a pas de plus grand problème. Il n'est pas un prédateur de l'homme non plus. Hein. Vous pouvez lire tout ce que vous voulez, et à chaque fois que vous trouvez de la prédation avérée, vraiment réelle, et bien à chaque fois c'était un loup qui a eu un collier, c'était un loup qui a été nourri pendant quelque temps à la gamelle, un loup qui avait été inféodé, ou voilà, un loup qui avait été imprégné. Mais il n'y a jamais sinon eu d'attaque, et en tout cas jamais d'attaque mortelle, du loup sur l'homme. En tout cas dans notre monde moderne. Et dans ce qu'on peut lire de plus ancien, eh bien vous savez que
l'Église écrivait plein de choses, hein. On éliminait les gens pas purs, pas saints, pas... Les gens pas, c'est des meilleurs. Et puis on les mettait sur le compte du loup, tout simplement. Voilà. Et le poids d'un loup adulte? Alors le poids d'un loup, c'est 40 kg. Ah si, on en a parlé pour le lynx, c'est 25 pour le lynx, et ça peut monter à 40-45 kg pour le loup. Ouais. Alors le loup, au niveau de la musculature, on peut le confondre avec un chien. Mais une fois qu'on a vu un loup de près, ben on comprend. Il a des dents que, quand il mord dans une vache, moi j'enfonce l'index presque en entier, hein, dans un croc de loup. Il a fait de tels trous que ça renvoie quand même. C'est vraiment du fort. Il y a une pression, je ne sais plus, c'est 250 kg au centimètre carré, un peu comme ça. Hein, c'est bien ça. C'est énorme. Et vraiment, c'est une bestiole. Et c'est un peu pour ça qu'on ne l'aime pas aussi. Hein, parce qu'il est costaud, il est hyper malin, il arrive à se jouer de toutes les ruses. Et sans doute qu'on le jalouse. Et on ne l'aime pas un peu à cause de ça. Mais par exemple, dans le Houdou, il y a eu des tirs sur l'émeute et tout. On entend aussi le fait que, par exemple, tirer dans l'émeute, ça va exploser la meute et alors augmenter les attaques. C'est avéré ou Alors, c'est pas avéré parce que pour le moment, on n'en sait trop rien. On n'a pas d'expérience pour dire si on en tue tant ou si on n'en tue pas assez ou trop. On n'a pas l'expérience pour. Le lynx, je vous le disais, donc on a 3 meutes en ce moment. On a une meute, si vous voulez, entre Chapelle-des-Bois, donc qui touche vraiment, on arrive contre le Jura là-bas, entre Chapelle-des-Bois et Mout, si vous voulez. Après, on a une meute de deux loups adultes, qui ne s'est pas reproduit cette année, mais à mon avis, c'est pour l'année prochaine, qui est entre Mout, cette fois, et le Mont d'Or. Et après, on a encore une meute de 2, qui est entre le Mont d'Or et, en gros, les Gras, si vous voulez. Hein? Donc, on s'aperçoit que là, on va... Alors, c'est les zones à cerfs, hein. C'est aussi les zones où les cerfs sont arrivés. Les cerfs sont arrivés là-haut et les loups sont installés. Alors le loup, je crois que son installation, ce qui favorise son installation justement, c'est le potentiel alimentaire. Autant le lynx, s'il y a un chevreuil par-ci par-là, il va y arriver, il va se contenter de ça. Mais le loup, il a besoin de beaucoup de proies. Le loup, il ne chasse pas du tout pareil. Voici celle-là. Le loup, il chasse à court, lui. Il chasse en courant derrière des cerfs, il chasse en courant derrière des grandes proies. Et du coup, lui, il a vraiment besoin d'un gros potentiel de proie. Et à la rigueur, il y aurait une meute de loups qui s'installe dans vos coins, je ne serais pas surpris parce que c'est là qu'il y a un potentiel. Je pense. Voilà. Donc j'en ai fini. Allez, on va quand même se mettre, juste pour le plaisir. Et un territoire, excusez-moi, du loup, à peu près. On a dit qu'un lynx, 50 km à peu près. Alors, le territoire du loup, ce sera à peu près pareil. 30 000 hectares pour une meute complète. D'accord. Pour la meute, une vingtaine, trentaine de communes, en gros, dans notre département. Pareil, Exactement. Ouais, ça ferait ça. Allez, alors tout à l'heure, je vous ai montré une version, l'observation de lynx par des gens qui ne connaissaient pas trop. Hein. Les cantonniers, ils étaient surpris de voir... sauf que c'était des Suisses. Et là, je vais vous montrer la version franc-comtoise. Alors, franc-comtoise plus ou moins, puisque vous remarquerez que la dame doit avoir un petit accent alsacien. C'est un tigre. C'est un lynx. C'est un lynx. Super lynx. C'est un tigre. Incroyable. Il est beau en plus. Ah, mais des jumelles à Maurice, il y a des jumelles encore dans le coffre pour François. Mais il est énorme. Il est énorme. C'est un tigre. Et si, il y a les jumelles de Marc. Ben, va les chercher. Il est beau, hein? Adieu. Bah, essaye de te confronter, ça fait un peu cool. Une souche, qu'ils me disent. Ça m'étonne que l'autre n'ait pas vu. Tu le vois, François? C'est énorme. Donne les jumelles à François. Il y a quelque chose derrière. Il y a quelque chose derrière. Oh, mais c'est un tigre. Il est en forme, hein. Il a dû bouffer tout lui. Je vois, il y a quoi?
Derrière, c'est un arbre. Et t'as vu ça? Sinon, regarde. Alors, il doit avoir des jumelles un peu pourries. Oh putain, mais il est énorme. Mais non, c'est pas un nain. C'est pas un lynx, vous avez vu, ça fait 5 minutes. Ils sont encore pas, ils savent encore pas ce qu'ils ont vu. Ils sont pas sûrs. Non. Tu as vu un arbre aussi? Ah non, il est énorme. Il a la taille des chiens. Hein. Il a la taille des chiens, François. Mais c'est un tigre. Il a un tigre. Ah ben là, on est pas Il part dans quoi? Voilà, moi j'en ai vu là. Je connais mes pâtures, moi. Il y a mes Il y en a pâtures. deux. Ah bah il le voit seulement, mais Il y en a deux. Il y en a qui vient de partir. Je savais qu'il y avait quelque chose derrière. L'arbre que tu disais, il vient de partir. Ouais, le deuxième arbre. Ah oui. Oh la vache! C'est un tigre. C'est un lynx. C'est un Un lynx. super lynx. Donc vous voyez, encore c'est ce que je vous disais un peu au début, hein, les gens qui, et pourtant sont en planche bouche, ils sont là au-dessus, ils entendent parler du lynx, ils sont censés connaître la bestiole. Eh ben non, ils mettent quand même 5 minutes avant de réaliser que c'est un lynx. Et ce lynx, ben, vous l'avez vu au diaporama, il ressemble pas à autre chose qu'un lynx. Ou un tigre. non, mais un tigre chez nous quand même. Alors un tigre chez nous, ben, c'est là, mais les gens sont tellement surpris que... Voilà. Les oreilles aussi, les oreilles. Oui, aussi. Bon, pour avancer, on va applaudir Stéphane. Même si on connaît les animaux, on en apprend tous les jours. Et même des gens qui sont depuis 40 ans dans la nature, qui connaissent la nature, on en apprend tous les jours grâce à des personnes comme Stéphane. Je pense que vous aussi, vous avez appris plein de choses. C'est très intéressant. Paul, tu te mettras à la machine.